دكتور ماي دكتور ماي لا مش بيانو نو بس اوكي هلا on peut passer la parole à monsieur هلا on passe la parole à Simon Blou. Rassurez-vous. يقولوا لي اللي خلاص هلا فيك لا je parle de M. Philippe Vialon de Paris, ils vont passer. Oui, on vous entend. Je voulais dire juste qu'il y a une vidéo qui va passer maintenant du professeur Philippe Vialon. On va le regarder ensemble et après on passe à M. Ngono, c'est ça? Et ensuite, il y a le professeur Gloria Awad. Après, il va faire Awad. Ok, on va faire tout ça juste après monsieur. Le game. Bah, il faut appuyer sur la caméra. Et ça marche pas. Non, laisse-moi Simon. Ok, mais ça c'est pour le partage d'échange. Je vous donne l'autorisation de partager son écran. Simon, vous êtes toujours là? On va commencer avec vous. Très bien, vraiment, on parle très bien. Ok, tu peux. Vous pouvez partager votre écran, monsieur. Vous pouvez partager votre écran, monsieur. Non, le partage n'est pas activé. Comment? Il n'est pas Oui, il n'est pas activé chez moi. Il n'est pas activé. Il faut que l'autre autorise le partage. Donc la personne qui a créé ce lien, c'est ça, cette personne de. Voilà. بده يحط باوربوينت بس نعطيه الاوتوريزاسيون يستعمل هلا بس ما في يحط الباوربوينت اللي عنده يعمل بروجكشن اول ما ترجع صورته هون. لا بس ما عم بقدر كم انت شير شيرنج صور زوم فبغطوا اكسير زوم لمشاركه بدك انت تعطيه من عندك لك اسمه سيمون بس تعطيه اكسير بيمشي حاله البنو سيمون البنو هلا ايه من بعدها مريض نوبل ولا فتحة ولا ايه بعدين مريض نوبل بعدين فتحة هخلي في بيرون الاخير لما بيظبطوا الميزة بتاعي ما قدر يعمل لا انا فرق من كم البلش اللي موجود هنا لما نظبطهم
travail, je ne sais pas. شو تعطيه ولا لا؟ مش انا الغلطان بحكي مع احمد. وين احمد؟ طب خليني احكي بقى هوست انا هنضيع وقت شوي. احمد من هون. اوكي نحن حنمرق حدا ثاني بهالوقت. Après, si c'est pas possible. Monsieur Ngolo, vous m'entendez? Allô? Monsieur Ngolo, vous m'entendez? Si mon pire peut-être que vous présentation par mail pour que vous le détail. Ok, cela j'ai l'impression. Ouais. Je pense que tu as raison. Parce que la personne qui a créé n'a pas autorisé. Oui. On peut donner la parole à Madame Marina Ouali du partage. Ça fait bien? Alors je trouve qu'il faut. Si jamais on est en fait, la présentation en BDL après la table. Comme ça, vous pouvez la présentation. Oui. يلا عم يعطيه شير عم يعطيه شير on est en train de redonner l'écran de Mais sinon, c'est pas évident. Oui, je pense que ça devrait fonctionner. Ok, ايش الحال؟ بس سكر عندك المايك ديما Essayez. زملاء اذا بتريدوا بس لانه في شويه صعوبه هلا نسمع الله يرضى عليكم مشكورين يلي عم يسمع على التليفون سكر الميكرو من عنده تفضلوا allez-y Ok, merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous. Je remercie déjà les organisateurs d'avoir maintenu cette contribution en distanciel et je présente une fois encore mes excuses pour ne pas pu m'être déplacé pour assister en présentiel à cette présentation. Alors je vais vous parler d'une recherche qui est en cours et qui porte sur la question des épistémologies des sciences de l'information et de la communication dans le contexte africain et plus précisément au Cameroun. Donc il y aura plusieurs articulations
contextualisation, la problématique, le cadrage théorique et conceptuel, quelques éléments sur la méthodologie, les résultats et une brève conclusion. Alors il faut dire que voilà, la science peut être prise comme une entreprise universelle, mais dans des réalités selon justement l'histoire et notre contexte. Les sites, comme on le sait tous, ont émergé et se sont institutionnalisés dans le contexte français à partir de la décennie 1975 et elles se sont consolidées à partir de la décennie 1980. Dans le contexte d'Afrique francophone, cette expansion s'est déroulée de manière beaucoup plus rapide, avec des enseignements calqués sur des modèles importés du fait justement des influences françaises et anglaises. Et puis, on note quand même une production scientifique assez croissante, mais qui reste plus ou moins peu reconnue à l'international. Donc, comme le signale un ensemble de travaux parmi lesquels ceux de Bertrand Kabodoff ou bien de Thomas Atenga. Alors, la problématique qui est au cœur de cette réflexion, elle est articulée autour de deux questions. Tout d'abord, comment se sont constitués les sites au Cameroun et dans quelle mesure leur institutionnalisation reflète-t-elle une dépendance au modèle exogène. Alors, pour essayer de mener à bien cette réflexion, voilà, on inscrit notre cadre conceptuel dans un certain nombre d'approches relevant de la colonialité des savoirs, de la dépendance intellectuelle, de la question de la marginalisation des épistémologies africaines, mais davantage sur la question des savoirs situés au sens de Donna Haraway. Alors, pour dire un mot sur des questions d'ordre méthodologique, on a procédé à l'analyse documentaire, voilà, en prenant en compte des programmes de recherche, des programmes d'études, les curricula, les bibliographies, les mémoires. Nous avons également procédé à des observations ethnographiques qui se sont traduites par la participation régulière à des activités scientifiques lors de nos périodes de séjour au Cameroun, notamment juillet-août 2024 ou bien juin-août 2025. Quelques entretiens semi-directifs ont également été menés avec des enseignants-chercheurs en site, notamment à l'université de Douala. À présent, on va vous proposer quelques éléments des résultats auxquels nous sommes parvenus, des résultats qui seront articulés autour de deux éléments assez importants, donc les logiques d'institutionnalisation et la question de la communalité des savoirs importants. Alors, premier aspect de ces résultats, il faut dire que tels que se sont constitués les sites au Cameroun, le point culminant, c'est tout d'abord à partir de la décennie 1970. Donc, décennie 1970 avec la création de l'ESTI, qui est en fait voilà, l'ancêtre, si vous voulez, de cette école-là, qui au départ était destinée à la formation des journalistes, et qui par la suite s'était transformée justement en une école supérieure des sciences et techniques, de l'information et de la communication. L'école au sein de laquelle on produit justement aussi des connaissances en sciences de l'information et de la communication au-delà de la formation des journalistes. Cette école a été créée par un journaliste français, Hervé Bourges. Donc on voit là une sorte d'influence française à travers justement des programmes d'études, à travers la pédagogie et à travers justement des référentiels. Un des vestiges post-colonial, c'est justement lié au fait que cette école porte, il y a un amphithéâtre qui porte le nom de son fondateur, l'amphithéâtre Hervé Bourges. Et cette école reçoit aussi des financements extérieurs, ce qui peut contribuer justement au renforcement du modèle exogène. Donc on voit que cette école marque le début de l'institutionnalisation des sciences de l'information et de la communication au Cameroun. Alors, autre élément, toujours
dans ce parcours relatif à la manière dont cette discipline s'est implantée au Cameroun, le deuxième aspect assez important concernant la périodisation, c'est la réforme universitaire intervenue en 1993. Donc en 1993, il va y avoir un décret présidentiel qui sera signé et qui va justement se traduire par donc à partir de la décennie 1960, au Cameroun, il existait une seule université qu'on appelait l'université fédérale. Et à partir de 1993, un décret va justement faire éclater cette université fédérale en 3 autres universités. Et il faut attendre la décennie 2000 pour assister justement à la multiplication des départements de communication dans les universités publiques au Cameroun. Et cette multiplication des départements de communication se justifie par un ensemble de facteurs. Donc, la libéralisation médiatique, l'essor des TIC, une forte demande sociale et des exigences du marché de l'emploi. Cette multiplication des départements de communication participe aussi à la légitimation progressive des sciences de l'information et de la communication au Cameroun. Troisième et dernier aspect de cette logique d'institutionnalisation des sites au Cameroun, voilà, c'est la situation actuelle. Situation actuelle qui repose sur 2 éléments assez importants, donc des tensions, tension entre expansion institutionnelle et manque de cadrage théorique locaux. Ce qu'on constate également, c'est que dans presque toutes les universités publiques au Cameroun, on a un département de communication. Mais on remarque également un déséquilibre géolinguistique assez persistant parce que jusqu'à présent, il existe un seul département qui est logé dans une université anglophone, alors que les 10 autres départements se retrouvent plutôt dans des universités de la partie francophone. Ce qu'on constate également, c'est une institutionnalisation qui est assez lente, qui est réactive, mais qui est davantage dépendante des réformes et des logiques de marché. Et comme je l'ai indiqué, une tension également entre expansion institutionnelle et manque de cadrage locaux. Et ce manque de cadrage théorique sur le plan local va nous conduire justement à la deuxième partie de cette présentation. La deuxième partie qui porte justement sur la question de la colonialité des savoirs importés ainsi. Alors, ce qu'on a pu constater, c'est une forte dépendance des modèles importés. Donc, forte dépendance qui peut justement être perceptible à travers des références dominantes aux auteurs français et anglo-saxons. Les théories africaines, donc qu'elles soient africaines ou bien camerounaises, sont très peu mobilisées, et cela est perceptible lorsqu'on assiste à des soutenances de thèse, à des séminaires ou bien à des cours qui sont dispensés par des collègues au Cameroun. Ce qui est frappant, c'est que dans certains cas, les concepts importés sont souvent appliqués sans une réelle adaptation au contexte local, sans toutefois chercher les équivalents ou bien des correspondances. Ce qui traduit un ensemble de recherches qui peuvent être décontextualisées ou alors qui peuvent davantage découvrir des réalités entendu également comme résultat qu'il existe au sein même de l'université ce qu'on appelle des logiques de reposition interne de la colonialité qui se traduisent par des normes d'évaluation et des maquettes calquées sur le modèle occidental. Et les enseignants-chercheurs eux-mêmes aussi reproduisent lors de leur séjour ou bien lors de leur formation en Europe ou bien aux États-Unis. Donc, finalement,
les sciences de l'information et de la communication dans le contexte camerounais, ou comme dans la plupart des cas en Afrique, restent largement dominés par des modèles théoriques et méthodologiques, dans la plupart des cas importés. Ces approches locales sont souvent perçues ou bien catégorisées comme étant non scientifiques ou insuffisamment théoriques, y compris par les chercheurs locaux. C'est tout le paradoxe que nous relevons justement à ce niveau. Alors, est-ce qu'on peut justement, plus ou moins arriver vers une décolonisation des savoirs ainsi dans le contexte camerounais? Je tente d'apporter une réponse à cette question en m'appuyant sur les travaux de Thomas Tengal, qui estime que justement pour arriver à une décolonisation des savoirs antiques en Afrique et au Cameroun, il faut justement construire ce qu'il appelle une communauté épistémique africaine. Cela passe également par le développement d'une arène épistémique pour faire circuler les savoirs et les pratiques. Excusez-moi, monsieur Ngono? Oui. Il vous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, j'avais presque terminé. Et dernier aspect qu'on peut proposer, c'est de pouvoir travailler à la mise en place des cadres théoriques propres et entrer dans des réalités locales, camerounaises ou bien africaines. Et pour terminer, ce qu'on peut en retenir, c'est que l'institutionnalisation des cycles au Cameroun reste fortement marquée par des dynamiques historiques, linguistiques, politiques et post-coloniales. Les cycles au Cameroun sont une discipline en expansion et cette discipline reste encore sous forte influence exogène. Il y a donc une nécessité de construire une épistémologie africaine et de renforcer surtout l'autonomie scientifique des cycles camerounaises. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ngono. Merci, M. Ngono. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci beaucoup pour cette communication qui nous a introduit, nous a fait un panorama sur la situation de la communication au Cameroun et en Afrique en général. Vous vous êtes aventuré en généralisant sur toute l'Afrique. C'est ça? Pas sur toute l'Afrique, mais dans des contextes plus ou moins proches du Cameroun, donc je dirais l'Afrique francophone. D'accord. Les réalités sont presque les mêmes. Ok. Permettez-moi, je vais traduire un peu parce que on a un large public arabophone qui ne comprend pas le français ou anglophone. Je vais juste donner un petit résumé de ce que vous avez dit pour leur permettre d'intervenir. Ok? Ok. Merci. لكن زميلنا من الكاميرون كان يعطينا فكرة عن الإعلام، عن المشهد تعليم الإعلام والإعلام بكاميرون، وقال إنه المشهد بيشبه كثير الدول الأفريقية الثانية، وقال إنه ما في يعني شخصية خاصة بالكاميرون، هن كله لأنه كانوا بلاد بتعرفوا مستعمرة من فرنسا، وبالتالي كل المشهد الإعلامي وكل شيء له علاقة بعلوم الإعلام هي دومينية أو بالإنجليزي أو بالفرنسي، بس إن عندهم بس جامعة واحدة عندها ديبارتمون بالإنجليزي والبقية كلهم فرانكوفون، كلهم فرنسي، وبالتالي يعني هو ما بدي أقول ندمان أو عم يقول شيء منيح، بس عم بقول إنه كل شيء موجود عندهم في مرتبط بفرنسا وما عندهم الشخصية الخاصة ببلدهم الوطنية، وبهالسبب فيها السيطرة على المشهد الإعلامي اللي موجود بالكاميرون. إذا حدا بحب يطرح أي سؤال على مسيو نغونو نحن مستعدين نترجم له السؤال. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Maï. Bertrand? Alors, c'est monsieur Kapdosh qui voudrait vous poser une question, ok? Ok. Bonjour Simon. Bonjour, professeur. Bonjour. Tu nous manques ici. Il allait venir. Bon, moi j'ai une question à te poser. Tu nous as présenté rapidement le fait que du point de vue africain, on reste encore sous
entre guillemets, domination de concepts, théories, voire épistémologie extérieure. Est-ce que tu aurais un exemple de concept endogène qui relèverait donc d'une approche inductive plutôt que d'une approche déductive, à partir d'une étude terrain où surgit une étude terrain africain, à partir duquel surgit un concept particulier, ne serait-ce que pour nous ouvrir l'esprit. Merci Simon. Allez-y, à vous la parole. Ok. Merci beaucoup. En m'appuyant par exemple sur les travaux de Missé, voilà, je pourrais proposer, en tout cas reprendre un de ces travaux qui portent sur la question des médias de masse et, voilà, et plus précisément la question du quotidien, tel que c'est entendu au sens occidental. Voilà, donc Missé qui propose une relecture, voilà, de ce concept-là, pense que justement la manière de pouvoir considérer ce que c'est qu'un quotidien n'est pas forcément la même en Europe qu'au Cameroun. Si on prend le cas par exemple des problèmes de distribution de la presse au Cameroun. Au Cameroun, voilà, le système de distribution de la presse, voilà, il n'est pas bien élaboré, ce qui fait que le jour où la personne qui se retrouve en campagne très éloignée reçoit par exemple un journal pour lui, même s'il s'agit d'un journal qui date d'il y a une semaine, pour lui c'est le journal du jour. Voilà, c'est le journal du jour. Et pour prolonger par rapport à votre question du jour, il s'agit d'un problème aussi qui est réel, mais qui a déjà également été soulevé par d'autres chercheurs. Voilà, si je prends un chercheur comme Jean Cropin, dans son ouvrage Un demi-siècle d'africanisme africain, c'est ce qu'il essaie lui-même aussi de pointer. Donc en soulignant que 50 ans après les indépendances africaines, aujourd'hui nous sommes à plus de 60 ans, il estime que les chercheurs africains n'ont pas su développer justement une épistémologie assez forte, ce qui justement leur rend beaucoup plus dépendants des concepts et des épistémologies exogènes. Donc c'est à la fois une question qui reste assez ouverte, mais qui dépend aussi, je suis d'accord avec vous et je pense peut-être que c'est le sens de votre question, mais je pense aussi que voilà, c'est une question qui dépend aussi à la fois des chercheurs africains, mais également voilà, des politiques de l'enseignement supérieur en Afrique, financement de la recherche, etc., pour aider justement voilà, les collègues à pouvoir penser et à pouvoir également s'autonomiser. Parce que même si la science se veut universelle, il va sentir que, du moins pour les pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, en matière de cycle, voilà, ces pays-là restent fortement dépendants des influences, justement, des cycles, que ce soit en France ou bien dans d'autres contextes européens. Je ne sais pas si ça arrive. Ok, merci beaucoup, docteur Simon, pour la clarification. On va passer à la deuxième communication, sans trop attendre. Madame Gloria Awad est là? Oui, je suis bien là. Voilà. Donc, vous êtes de l'université d'Artois. Comment? Tout à fait. Je suis désolée que la caméra ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Je suis bien connectée via le lien Zoom donc, de l'université d'Artois. Vous n'avez pas bien payé votre abonnement. Ah, c'est peut-être ça. Et donc, j'aurais un PowerPoint à partager sur Oui. YouTube. Je fais la demande. C'est pas grave. Faites l'intervention. Donc, je veux juste vous présenter en disant que vous êtes... Oui, vous pouvez un peu? Vous pouvez partager une page là. Il faut qu'il lui donne la main chacun à son tour. Il faut lui donner la main. Taïta? Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon.
Ok. Alors, Dr Gloria Awad de l'Université d'Artois, elle va nous présenter une communication intitulée « Utilité d'une science de l'information-communication ». Oh là là, ça fait peur, hein? Ah, je suis désolée que ça vous fasse peur. Donc, Allez-y. bonjour à tout le monde. Marhaban jami'an. Hi everyone. Je voudrais d'abord remercier le comité scientifique donc de m'avoir invité à présenter ce travail de recherche sur l'utilité des sciences de l'information-communication, avec donc pour sous-titre compétences, savoir et intelligence artificielle. Quel glissement référentiel, recréatif, génératif. Je commencerai donc par c'est de faire défiler le PowerPoint, je n'y arrive pas. Défiler. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, on le voit. Vous le voyez? Donc, je commence. Tu vois le PowerPoint? Si, on le voit. Pas sur mon téléphone, mais l'écran, le grand écran, on le voit sur l'écran. Ça, allez-y. Oui, je peux continuer donc. Oui, allez-y. Donc, je commencerai par présenter le contexte et l'approche scientifique de ce travail de recherche, qui présente une exploration de l'impact en post-chirographie numérique des dispositifs d'intelligence artificielle sur l'utilité d'une science de l'information et de l'application. Donc, pour préciser le concept d'utilité, il a été défini par l'épistémologue français Gaston Bachelard comme base de l'induction utilitaire. Cette induction donc procure un avantage positif comme raison et comme principe d'explication. Et l'induction utilitaire, donc toujours selon Bachelard, se situe en moyen terme entre les savoirs profanes et les savoirs scientifiques. Elle correspond donc précisément à une expertise qui est matérialisée par des compétences et par des pratiques professionnelles. Pour donc ce qui est du concept de post-chirographie que j'ai proposé donc dans différentes communications, il correspond à une écriture numérique généralisée du monde en tant que tel, avec ses dires et ses faire, avec ses traces, ses empreintes et ses autres écritures préexistantes, avec une possibilité donc d'intervention computationnelle sur ces écritures. Donc ce qui inclut les derniers développements du numérique portés par l'intelligence artificielle. Donc mon étude articule deux approches, une approche conceptuelle et une analyse de contenu. L'approche conceptuelle porte sur le socle scientifique paradigmatique des sciences de l'information et de la communication. Et l'analyse de contenu donc a été effectuée sur un corpus de 70 fiches de diplôme de master du répertoire français national des certifications professionnelles, RNCP, qui sont relatives aux compétences communicationnelles, qui sont matérialisées donc dans des formations diplômantes. Donc, cette approche est à la fois synchronique et diachronique et porte sur le positionnement disciplinaire de l'information-communication dans le contexte actuel de l'intelligence artificielle. Pour ce qui est de la problématique, c'est précisément aussi le glissement référentiel potentiel de l'utilité des sciences de l'information et de la communication avec les dernières discussions numériques. En d'autres termes, quelles seraient les transformations recréatrices génératives introduites donc par l'intelligence artificielle sur le socle utilitaire fondateur des sciences de l'information et de la communication? Vous m'entendez toujours? Oui, allez-y. Ok, donc, pour commencer, l'articulation entre utilité et science a été conceptualisée par différents épistémologues des sciences, de John Stuart Mill à Max Weber et John Dewey. Elle a déjà été clarifiée dans les dialogues platoniciens et dans la métaphysique aristotélicienne. Et elle est systématiquement invoquée dans les travaux donc, cités par mon collègue Bono sur l'origine des sciences de l'information et de la communication. L'utilité donc
a été définie par Gaston Bachelard comme donnant son ancrage à l'opinion. L'opinion qui traduit des besoins de connaissance et qui constitue paradoxalement un obstacle à la science. La science, selon Bachelard, pourrait légitimer l'opinion, mais pour d'autres raisons que celles qui l'affrontent. Et pareil, toujours au sujet de l'opinion, Davy et Weber indiquaient que la connaissance commence avec l'opinion. L'opinion comme risque et comme hypothèse, comme point de départ socialement ancré, et donnant lieu tout au long de l'histoire à l'émergence de techniques d'art et de sciences. Donc si je récapitule, la dynamique de l'utilité articule les différents savoirs, les savoirs profanes, les savoirs experts et les savoirs savants. Les savoirs profanes sont ancrés dans le vécu. Les savoirs experts sont ancrés et dans les savoirs savants et dans les pratiques professionnelles. En fait, ils correspondent aux pratiques professionnelles formées par les savoirs savants. Et finalement, les savoirs savants sont des enjeux sociaux, économiques et politiques, d'acteurs en compétition. Pour ce qui est de l'utilité de l'information-communication, elle trouve donc ses premières rationalisations dans ce qu'on appelait et les calculs, qui étaient des symbolisations plastiques et qui sont devenues par la suite écrites, pictographiques, alphabétiques et numériques, des sujets et des objets du monde, et de leurs relations dans des technicités, des théâtralités et des représentations symboliques. Et la rhétorique constitue une des premières rationalisations de l'utilité de l'information, un bornage entre parole et inscription qui est structuré axiologiquement entre influence et inférence, en d'autres termes entre émission et réception, et une articulation entre compétence et science. Le spectre de l'influence info-communicationnelle va de la confiance à la propagande. Le spectre de l'inférence est aussi large. Il inclut l'induction, invoquée tout à l'heure par le professeur Kadosh, la déduction et l'adduction, tant pragmatique que scientifique. L'influence correspond au fait que les messages de communication ou actes de parole sont générés par des intentions ou projets et sont porteurs d'effets. En d'autres termes, pour paraphraser Austin et Searle, entre les dimensions locutoire, illocutoire et perlocutoire des actes de parole ou de communication, et à leur rationalisation avec les machines à communiquer. L'inférence relève de la dimension qui est originellement communicative de la culture humaine, qui ne se limite pas à la seule reproduction de ces éléments, même à raisonner par la technologie de l'écriture. Donc, la limite ou la réfutabilité, pour reprendre l'expression de Karl Popper, de l'utilité rhétorique de l'information-communication, se révèle, comme l'a indiqué Walter Wong, dans le fait que cette art-science du discours-texte est un produit de l'écriture. Il donne lieu précisément à des oralités secondaires qui sont écrites, qui sont préparées et qui sont délivrées oralement aux audiences. Et en plus donc, de ces oralités secondaires, à des compositions strictement écrites, conçues pour être assimilées directement à partir de la surface écrite, comme c'est le cas par exemple des big data et de l'intelligence artificielle actuellement. L'utilité donc de l'information-communication s'est traduite par son institutionnalisation, qui est une reconnaissance de cette utilité sur le plan social et sur le plan scientifique. Les travaux anglo-saxons que certains conférenciers ont déjà évoqués, nous avons un glissement de l'utilité de l'enseignement de la rhétorique au début du siècle dernier vers la communication. Et c'est comme ça que la communication donc, a émergé en tant que discipline anglo-saxonne.
théorisé notamment par les travaux de l'école de Palo Alto et le modèle hybride humain-machine de la théorie mathématique de la communication. Dans les travaux tant francophones qu'anglophones, l'apport de médias de masse, notamment les effets diffusionnistes qui articulent influence et inférence, et les différentes théorisations, donc, s'inscrivent dans l'institutionnalisation de la discipline, dans les disciplines scientifiques admises du moment. Donc, en conclusion d'étape de cette partie de mon travail, on peut dire que l'institutionnalisation académique de l'information-communication correspond à une première reconnaissance de son utilité, surtout sociale et donc par extension scientifique, pour produire, pour prendre en charge la formation aux compétences et aux pratiques professionnelles des métiers qui étaient alors émergents de l'information et de la communication. Pour l'impact donc en post-chirographie numérique et de l'intelligence artificielle sur cette utilité, pour appréhender cet impact, donc, je suis allée examiner les matérialités de cette utilité, c'est-à-dire les compétences de métier qui sont développées dans les formations diplômantes et qui sont mobilisées dans les pratiques professionnelles. Pourquoi donc j'ai fait une analyse de contenu de 70 fiches RNCP de diplôme de master pour identifier les compétences communicationnelles qui étaient indiquées donc et pour les examiner en parallèle avec mon analyse conceptuelle du socle scientifique paradigmatique des sciences de l'infocom. Alors, pour précision, le RNCP comprend des évaluations certifiantes de la plupart des diplômes nationaux français. C'est une certification qui est structurée en blocs de compétences. Et donc, les fiches que j'ai sélectionnées, la sélection était aléatoire. Et cela m'a permis de collecter des références qui sont labellisées selon le Thesaurus Pharmacode et selon le référentiel nomenclature des spécialités de formation. Donc ces références incluent des compétences communicationnelles qui sont formulées en tant que telles ou non formulées et inscrites sous d'autres intitulés. Cela donne lieu à des compétences donc transversales et à des compétences spécifiques dans ces fiches. Les compétences transversales sont les mêmes pour l'ensemble des fiches. Et j'y ai trouvé donc des compétences qui relèvent des paradigmes communicationnels et de l'influence et de l'inférence et de l'axiologie, donc compétences et sciences communicationnelles, donc qui sont, elles, indiquées dans les compétences spécifiques des mentions Infocom. Conclusion d'étape de ce travail en progrès. Les dispositifs de l'intelligence artificielle transforment la part de l'influence qui porte sur la matérialisation, sur le design, sur la construction du contenu, et donc la matérialisation stratégique des messages. Ils produisent des extensions des oralités secondaires, portées et configurées par les supports numériques d'inscription, avec une limitation donc, de l'inférence aux données d'apprentissage qui sont explorées avec une syntagmatisation de l'épaisseur des inscriptions numériques, en appui sur une computation probabiliste, diffusionniste, génératrice de contenu. Ce qui se traduit à la fois par un impact sur les compétences techniques et sur les données prises en compte dans la production de la recherche en infocom. Et donc, pour répondre à la problématique, le dérivissement référentiel génératif recréatif serait ainsi l'articulation entre prompt et invite et l'hypothèse et problématiques scientifiques, ainsi que la place dévolue aux oralités primaires de la communication. J'espère que j'ai tenu dans les temps. Merci. Voilà, merci beaucoup. Madame Awad, est-ce que vous maîtrisez l'arabe ou pas? Alors j'écris, je parle et je lis l'arabe. Je suis franco-libanaise. Oui, je préfère que vous donniez vous-même un petit résumé, un petit résumé pour que je ne me trompe pas dans votre vouloir dire, si vous voulez bien,
Parce que la plupart de notre auditoire aujourd'hui sont arabophones ou anglophones, ils ne comprennent pas le français. Vous pouvez le faire? Alors, si je comprends bien, vous voulez que je vous fasse un abstract? Oui. Oui, juste l'idée centrale, s'il vous plaît. Parce que moi, si j'avais bien compris que vous prenez pour un nouveau référentiel de l'enseignement de la communication à l'ère de l'IA, si j'ai bien compris, oui ou non? Alors, je pense que vous avez bien compris, M. Kotob. En fait, le propos en arabe, pardonnez-moi, je vais essayer de traduire en arabe. Et allez-y. هذا البحث يرتكز على فكرتين، على مسلمتين أساسيتين. المسلمة الأولى في الفرنسية Allez-y, allez-y. الركيزة الثانية هي البوست-بيروغرافي. هذا محاولة كلمات الملخص أفيد عن التغيرات التي يأتي بها الإعلام الرقمي على الإعلام السابق. هذا البحث يتضمن دراسة في الكونسبت في المسلمات، ودراسة امبيريك بحث في الفيك RCT التي تحدد الكفاءات التي تعطيها الشهادات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور غلوريا. حدا عنده سؤال عم تحكي عن تأثير الذكاء الاصطناعي على المفاهيم والتعليم بمجال الكوميونيكاسيون، التواصل، علوم التواصل. Tu as une question, Bertrand? Non? Oui, بس حدا عنده question? Donc merci beaucoup Madame Awad. Moi je propose qu'on garde toutes les questions jusqu'à la fin pour tous les intervenants, n'est-ce pas? Et après c'est bien, comme ça on peut gagner du temps. Ok. Bah, restez avec nous Gloria, ok? Amoul, restez avec nous, on va terminer avec les autres communicants et on pose les questions à la fin. Ok. Ça marche? Ok. Merci. شو اسمه؟ استنى يعني شو اسمه الكوميونيكيشن؟ هي شو؟ افتحي اذا بدكم عندكم تفتحي ما في وين لسه بدها الباوربوينت معك؟ فيها من هون؟ بس بدنا تفتح بتاعنا عندك وتاعنا. هلا اذا هي بدها تفوت زوم من عندها؟ لا. طيب شو هي الفايل هو الباوربوينت؟ الا شو GRMM باوربوينت TOPO باليو اس بي. دوريا بعدها موجودة؟ ايه بعدها موجودة. والله شباب GRMM اسمعني يعني توبو TOPO باوربوينت PPT. خطية ما حدا يسأل. خلاص جاهزة؟
Gloria, vous êtes avec nous? Gloria. دكتور جلوريا يلا عم ضبط الفورم طبعا مدام عواد بابا عم تسمعنا يمكن ايه عم بسمعك تسمعني الهيئة مدام عواد مش البروفايل مدام عواد Vous m'entendez? Oui, madame Awad, vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allô, allô. Madame Awad. Madame Awad. Gloria. Oui, je vous entendais pas. Vous êtes avec nous, madame Awad? Avec. افتحي زوم عندي وبعطيك الواي فاي بعطيك الو Alors, j'ai l'impression que les collègues, les conférenciers à distance ne reçoivent pas le son. Je ne suis pas la seule à ne pas vous entendre, il me semble. Allô? Voilà, allô, allô, test, test. Test, test. Allô? Vous entendez maintenant? لحظة أنا عامل ميوت بس لساوي الفايل الله يسامحك أبعد من الشركة يلا ليك محمد بس خليهم يسمعوا من برا بلا الباوربوينت معلش يلا هلا تقدر تحكي قال لي Ok. Est-ce qu'il y a le PowerPoint projeté là? Et si je fais comme ça, vous voyez que la diapo a changé. C'est toujours le même. خلاص, c'est bon, sans PowerPoint.
Bon. Oui, donc on va passer à Dr Marie-Noël Al-Khouri, diplômée de l'université de Aix-Marseille 2 et de l'université libanaise aussi. Enseignante-chercheur à l'université libanaise, elle va nous présenter une communication intitulée Repenser les fondements théoriques des sciences de l'information et de la communication entre convergence et divergence. Oui, en fait, la communication elle devait être la première parce que c'est un cadre théorique, c'est pour cadrer nos communications. Allez-y, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Je vous remercie de votre invitation. Merci de votre participation et de votre patience, parce qu'il y a toujours des trucs qui bug avec la technologie. On vante la technologie, mais quand la technologie nous fait perdre le temps, donc pour moi, elle ne réussit plus à jouer le rôle qu'elle doit avoir. Ça c'est entre guillemets, parce que moi je fais partie du Jil al-Mukhadram, l'âge d'or de la télévision et des mass médias. Voilà, donc je vais essayer d'être bref autant que possible. Cela fait plusieurs années que je travaille sur ce sujet. Et donc, vu le temps qui m'est accordé, j'aimerais bien plutôt que ça soit une réflexion à haute voix entre nous tous, un sujet de débat. J'aimerais bien aussi écouter vos questions et répondre autant que possible. Je vais essayer de faire bouger le PowerPoint, mais malheureusement, peut-être qu'il n'y aura pas de PowerPoint. Donc, vous allez m'écouter pour 10 minutes et peut-être un peu moins. Je vous remercie. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent paraître nouveaux, entre guillemets, mais leur fonction dépend toujours des modèles classiques, des théories de l'information et de la communication. Plusieurs questions surgissent alors. Entre autres, comment l'information est-elle codée? Comment son sens est-il conçu, partagé et négocié? Et déjà, ma collègue, Dr Gloria, vient de mentionner l'influence et l'inférence. Que se passe-t-il avec un message lorsqu'il parcourt un système? Je commence par ces questions cruciales car qui dit fondement théorique dit base et racine. Or, l'ubiquité qui caractérise le cyberespace rend l'analyse de ce dernier une tâche qui s'avère difficile sur tous les plans, vu qu'il s'agit principalement de 3 systèmes: communicationnel, socioculturel et technique. En fait, les fondements conceptuels des SIC, sciences de l'infocom, nous poussent à repenser les sciences de l'information et de la communication au niveau épistémologique afin de mieux repérer les convergences et les divergences présentes dans un espace communicationnel qui se voit monopolisé par les artefacts numériques, notamment l'IA. Mon intervention propose une réflexion sur les SIC. Donc, il y a les TIC qui sont les technologies de l'information et de la communication, et par contre aussi les SIC, les sciences, voilà justement, et nous pousse à repenser cette thématique comme objet de science. Elle mettra l'accent sur les discours théoriques qui accompagnent le paradigme digital, tout en passant par la notion d'humanité numérique ou digital humanities, tant convoité de nos jours et dont le rapport dialectique avec les usages des TIC est d'autant plus pluridisciplinaire que transdisciplinaire et interdisciplinaire. La présentation s'étale sur 3 parties: les généralités conceptuelles autour de la thématique, une réflexion très brève sur les convergences et divergences repérables au niveau des discours théoriques sur les SIC en présence de l'IA, et finalement conclusions et perspectives de recherche. Pour les généralités des fondements théoriques, ces fondements résident dans une approche interdisciplinaire qui vise à comprendre la communication et l'information dans toutes leurs dimensions. Elle s'appuie donc sur des paradigmes qui sont issus de diverses disciplines comme la linguistique, la psychologie, la sociologie, l'économie, la philosophie, intégrant notamment des théories de l'information telles que le modèle linéaire de base que nous connaissons tous, je crois, Shannon-Weaver, en passant par Jacobson, le modèle concentrique de Hughes, la sémiotique, la cybernétique, la rhétorique, la théorie d'acceptation de la technologie, ainsi que les approches critiques
que notre cher collègue professeur Bertrand vient de mentionner comme l'école de Francfort, le Cultural Studies, le constructivisme, l'acteur réseau et bien d'autres. Pour ce qui est des humanités numériques, nous pouvons dire que depuis une vingtaine d'années, on emploie l'expression humanité numérique pour désigner un nouveau paradigme transdisciplinaire qui s'accroît de jour en jour et qui consiste à employer les supports informatiques pour étudier des contenus linguistiques, comme vient de mentionner notre collègue Dr Gloria. Il s'agit en fait de déployer des supports informatiques, de logiciels spécialisés qui sont capables de décoder les messages informatifs et cognitifs en rapport avec la connaissance. En d'autres termes, vulgariser les savoirs, notamment dans le domaine de la recherche scientifique. Cette expression désigne un champ transdisciplinaire qui applique les technologies, les outils et les méthodes informatiques aux arts et aux sciences humaines. Ces méthodes permettent de traiter, d'analyser, de visualiser des données textuelles et iconographiques, de construire de nouveaux objets de savoir. Et ce qui m'importe dans tous mes travaux de recherche, c'est précisément la question des savoirs, car qui dit science dit savoir, qui dit réseau dit transmission de, on verra plus tard, mais aussi de réfléchir à l'impact du numérique sur les pratiques de recherche, de diffusion et de la communication des savoirs. La problématique de la notion d'infocom est alors vue comme une philosophie contextualisée par les interactions et se manifestant à travers une transformation des données, data, en information, information, puis en savoir, ce qui voudrait dire knowledge, pour atteindre la culture avec grand C, son niveau ultime, car maîtriser un logiciel ne voudrait pas nécessairement dire le connaître. Ainsi, nombreux sont les enjeux qui sont présents, comme l'étude de la communication dans des contextes plus larges, comme la politique que nous venons de mentionner ce matin. En fait, il s'agit d'une large diffusion d'informations en vue de la construction d'intelligence ou de systèmes intelligibles, donc justement, qui permettent de retrouver ces compétences et qui sont donc spécialisées en code de savoir. Il s'agit d'une large diffusion pour construire les systèmes précités à une échelle mondiale. Et là, on commence donc à voir le niveau de différence entre savoir et connaissance. Donc voilà. L'IA a été inventée, dit-on, pour fonctionner en grande partie à l'instar des neurones humains. Cette multiplication de nœuds ressemble largement à celle des réseaux. C'est dans ce cadre que Manuel Castel parle de réseau des réseaux, qu'on vient de mentionner aussi ce matin, les principaux acteurs de l'espace communicationnel virtuel. Il considère que les réseaux sociaux, tels que les plateformes en ligne, ne sont pas seulement un espace de communication, mais une nouvelle forme d'organisation sociale. C'est-à-dire, ils ont des incidences sur la façon dont on organise notre société. Ils structurent notre société. Il est décrit comme des réseaux décentralisés, caractérisés par la fluidité, la flexibilité, où l'information circule librement. Devant une telle réalité, caractérisée par l'autonomie et l'interactivité, l'on s'aperçoit que les fondements théoriques sur les performances techniques et technologiques, gagnant davantage en complexité, poussent les protagonistes, en tant que chercheurs, auteurs, professionnels et experts de l'infocom, à vulgariser leur discours, car la nature des innovations numériques revêt un caractère, j'ose dire entre guillemets, simpliste, possible. Si l'on puisse le désigner ainsi, car au niveau intellectuel, la question qui se pose serait la suivante. Sommes-nous vraiment en train de co-construire des savoirs en ligne et par la suite d'atteindre la complexité des facultés reliées à la connaissance au sens le plus large du terme? On revient ici aux trois questions de base avec lesquelles j'ai commencé, qui sont le codage du message, le partage du message, l'intégration du message au système de savoir. En effet, le numérique ne se suffit plus à lui-même, mais il fait appel à toute une série d'algorithmes appliqués dans un contexte informatique avancé.
visant la création d'une intelligence électronique qui se voudrait proche de l'intelligence humaine, cette dernière se manifestant à 3 niveaux, communicationnel, socioculturel et technique. Voilà, pour revenir au fondement des rapports entre les SIC et l'IA, on pourrait dire qu'il est clair que la communication est essentielle pour bâtir des relations organisationnelles solides, internes et externes. L'IA offre de nouveaux outils qui améliorent et simplifient la communication. Elle peut même lever les obstacles à la communication, la rendant, dit-on, plus efficace et plus personnalisée. Mais en fait, quel point de convergence, pour terminer, et de divergence peut-on repérer au niveau des discours théoriques accompagnant les dispositifs numériques intégrant l'IA? Principaux points de convergence: 1. La considération de la réalité sociale, situationnelle et ou discursive. Il s'agit donc d'interaction, de partage, de négociation. Le point 2. L'intégration des dispositifs technologiques dans des écosystèmes complexes comme la transmission des savoirs en ligne. 3. L'interdisciplinarité. 4. La focalisation sur les contenus médiatiques. Je voudrais dire ici les textes dans le sens des messages qui sont transmis à travers les médias traditionnels. Pour les principaux points de divergence, il y a le déterminisme technologique, l'analyse critique de l'impact du numérique sur les principes d'usage dans des contextes communicationnels diversifiés. Et moi, je trouve personnellement que la problématique essentielle de la question des savoirs reste tributaire de la diversification et de la diversité, de la complexité des contextes communicationnels, car la communication est une science qui est jeune, mais elle ne peut pas vraiment correspondre, comme venait de le dire notre cher collègue professeur Bertrand ce matin, à des formules, à des énoncés qui sont vraiment cumulatifs et 1 et 1 font 2. Peut-être en sciences de l'infocom, avec des approches novatrices et communicationnelles bien vérifiées et observées, 1 et 1 pourrait faire 22 ou une infinité. Voilà. L'interdisciplinarité donc, que j'ai bien mentionné, et il y a aussi entre la technophilie et la technophobie. Être technophile, c'est-à-dire l'amour de ce qui est technique. Comme philosophia, c'est l'amour de la philosophie. Mais la technophobie, c'est-à-dire avoir une phobie, c'est-à-dire avoir sur le point psychologique une peur, une angoisse. Donc, entre optimisme, nouvelles opportunités d'innovation, dit-on, d'apprentissage et de prospérité, et le pessimisme, les approches critiques qui mettent l'accent sur le problème de concentration, de sécurité de l'information, de confidentialité, de fracture numérique, surtout au niveau des connaissances, je reprends. Enfin, la focalisation sur les supports et plateformes multimédia, Ce qui est multimédia emploie plusieurs supports, sons, textes et images relatives aux médiums ou aux médias. Pour conclure et finir, donc justement, j'espère que j'ai été assez brève, ce qui vient d'être présenté dresse un paysage communicationnel assez complexe et compliqué qui nous incite à repenser les fondements théoriques des SIC, ces dernières oscillant entre convergence et divergence, remettant bien évidemment la notion de connaissance en question. Nous sommes alors tous appelés à la résurgence de restituer un cadre institutionnel et éthique de l'espace numérique. Cela dit, il serait important de concevoir des stratégies normatives allant de pair avec le flux informationnel et informatif, principale résultante du boom numérique, afin de préserver la notion de démocratie sociale se trouvant au cœur de la citoyenneté, qu'elle soit virtuelle, numérique ou réelle, physique. Merci. Merci beaucoup, Dr Marie-Noëlle Al-Khouri, pour cette intervention très philosophique. Ça devait être avec Bertrand en même temps, ça continue. Donc, est-ce que je te laisse le micro juste pour donner un petit briefing de ce que tu as vu en arabe, s'il te plaît? لكن أنا كنت عبقول إنه صار لي فترة عم بشتغل أعمل على هذا الموضوع في هذا المجال، وأنا يعني أجد أنه من المهم جدا أن نتحدث عن إشكالية المعرفة. أي نوع من المعرفة نحن نريد أن نوصل إلى الجمهور المتلقي، سيما أننا نتحدث اليوم عن المواطن الذي يشارك في الفضاء السيبيري الوسيع.
الواسع والفسيح، وهو افتراضي وليس وهميا، يعني on peut pas dire virtuel، يعني من هنا هذه التسمية. لقد انطلقت في هذا البحث المصغر الذي حاولت أن أختصر قدر الإمكان من نقطتين أساسيتين: المفاهيم التوضيحية وما هو المفهوم والتعريفات، وأشرت وألقيت الضوء بشكل خاص على مسألة المعرفة والثقافة المتعلقتين بالبشرية الرقمية أو بالإنسان الرقمي أو ما يعرف الآن بالذكاء الاصطناعي. وقد أثرت عدة أمور متعلقة بهذا المجال، لا سيما كيفية تلقي هذه المعلومات التي تتحول من مجرد معطى داتا إلى معلومة، فبالتالي إلى معرفة، وهي تكون جزءا لا يتجزأ من النظام المعرفي الذي يتشكل مع الإنسان، إضافة إلى الهوية وإضافة إلى المحيط والإطار وإلى كل ما هنالك. وخلصت إلى استنتاج ما هي أبرز النقاط المشتركة والنقاط الاختلاف ما بين هذه الدراسات النظرية التي من جهة تشجع وتقوم بدعاية معينة لكل ما هو ذكاء اصطناعي، فهو شرط لازدهار الشعوب وهو يسهل الحياة ويجملها. ليس لنا إلا أن نرى كم من الوقت قد أضعنا في كي نصل إلى الأشخاص الذين كانوا سيحضرون من الخارج. لسنا بعد في مستوى تقني وبنى تحتية بهذا التحول الرقمي، ولكن نستطيع أن نقول أن هناك الجهة الأخرى التي تقول أن الإنسان هو أولا، هو الذي أوجد هذه الآلة، هو الذي يبدع. فالتحدي الكبير هو كيفية التعامل والتواصل مع هذه الابتكارات على المستوى الأخلاقي وحفاظا على الديمقراطية الجماعية والاجتماعية. وشكرا. شكرا دكتورة. الأسئلة للآخر مثل ما قلنا إذا ممكن. شوف دكتور فرحات الخوري معنا؟ وين خلينا نلاقي بس هو اللي موجود مش انت. من معطل خلص عم تسمعنا دكتور فرحات؟ موجود. تفضل يلا بس خليني اقدمك دقيقة وبدك تبلش بالحكي حضرتك. المداخلة التالية الدكتور فرحات الخوري من Université de Strasbourg, جامعة ستراسبورغ بفرنسا. Intitulé de son intervention Fake News, Intelligence artificielle générative et démocratie, efficacité de chatbots et impact de la langue. C'est un mélange français et anglais apparemment. Allez-y, docteur Farhat, à vous la parole. Merci, docteur. Alors, dites-moi en quoi est-ce que vous voyez mon intervention. Le PowerPoint, est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit très bien. Allez-y. Très bien, merci. Alors, avant tout, je tiens à exprimer ma grande joie d'être parmi vous aujourd'hui, d'autant plus que je connais plusieurs d'entre vous depuis mes années d'étudiant à la faculté d'information de Cité d'Ivan. Concernant cette présentation, je vais m'intéresser aux capacités des intelligences artificielles génératives à détecter les fake news en prenant l'exemple de la Syrie après la chute du régime Assad en décembre 2014. Donc, voici le plan qui sera suivi dans cette présentation, de seulement 10 minutes. Tout d'abord, je présenterai le cadre théorique dans lequel s'inscrit cette étude. J'exposerai ensuite la question de recherche et les hypothèses, ainsi que le corpus analysé et la méthodologie de recherche adoptée. Je passerai après aux résultats, je présenterai, discuterai brièvement avant de conclure avec des crises approfondies. Comme nous le savons tous, la désinformation n'est pas un phénomène nouveau, mais son ampleur a considérablement augmenté, d'abord avec Internet et les réseaux sociaux, puis avec la démocratisation des intelligences artificielles générales. Face à cette situation qui menace les bases même de la démocratie, le fact-checking reste, malgré les techniques, l'une des solutions principales pour lutter contre la prolifération des fake news. Dans ce contexte, se pose la question du rôle de l'État dans le fact-checking. Il est vrai que les technologies d'intelligence artificielle peuvent contribuer à la diffusion des fausses informations.
mais elles peuvent aussi être utilisées afin de combattre le feu par le feu pour répéter l'expression de Jésus. C'est dans ce cadre Recording in progress. La question de recherche était formulée ainsi. Assistée par des recherches en ligne, quelle est la pérennité réelle des chatbots basés sur l'intelligence artificielle générative dans la détection des fake news liées au sujet d'actualité? L'hypothèse est double. Elle s'intéresse non seulement à la fiabilité du chatbot, mais aussi à l'influence de la langue utilisée sur les résultats. Hypothèse 1, bien que ces chatbots ne réalisent pas cette technique de matière autonome, ils peuvent contribuer de manière significative à la détection des fake news avec une stabilité